Dans l'actualité de ce vendredi, vous le savez, c'est cette grève générale appelée par les centrales syndicales. Une rencontre a eu lieu hier avec le ministre en charge de ce département, Mamadou Lamine Dianté, rencontre qui n'a rien donné puisque les syndicalistes ont décidé de maintenir leur mot d'ordre de grève. Le Front social qui est donc en ébullition, vous le savez, les syndicalistes, les travailleurs, certains contestent la réforme du Code du travail et sécurité sociale. On en parle avec un ancien ministre en charge de ce département, le ministre Samba Sy, dernier ministre sous Macky Sall qui a géré ces secteurs souvent abrasifs, comme on peut le constater en ce moment. Rencontre avec notre collègue Mamadou Dian. Suivez cet entretien réalisé au domicile du ministre qui a bien voulu nous recevoir. Merci beaucoup, Chérif. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes Samba Sy, secrétaire général du PIT, Parti de l'indépendance et du travail, et ancien ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions sous la présidence de Macky Sall, notamment de 2017 à 2024. Vous êtes professeur de philosophie et homme politique. Merci de nous accorder cet entretien. Le Sénégal a opéré une refonte majeure de son droit du travail avec le projet de loi 1526 qui abroge donc et remplace l'ancienne loi numéro 97-17. Ce nouveau code de 458 articles présenté par décret 2026-21 modernise le cadre juridique selon les porteurs du projet pour l'adapter aux nouvelles exigences du marché. Quelle est votre lecture sur cette réforme-là du Code du travail? En soi, le principe de vouloir ajuster les textes qui régissent le champ social, en soi, la chose est, en mon sens, absolument concevable et même acceptable. Il faut penser simplement que le temps passe et qu'à mesure que le temps passe et que les choses changent, le contexte, le milieu, la nature des choses, vouloir quand même ajuster les textes pour les rendre conformes à l'esprit du temps est tout à fait envisageable. De ce point de vue, il n'y a pas de problème. Ce qui est gênant, par contre, c'est de faire les choses entre soi. Ça veut dire de ne pas, en fait, impliquer toutes les parties prenantes. Le principe du dialogue social, c'est que c'est le tripartisme. Le gouvernement, le patronat et les travailleurs. En l'occurrence, les travailleurs disent avoir été complètement zappés par les dernières évolutions, les dernières moutures du texte et que ce qui est ce qui a été introduit à l'Assemblée nationale l'a été fait dans leur ignorance la plus absolue. Et c'est ça le nœud du problème. Cela a été fait de façon unilatérale. Il n'y a pas eu de concertation entre les différents acteurs. Si on s'en fie, en tout cas, non seulement d'ailleurs aux déclarations des travailleurs, mais même à celles du patronat, on se rend compte qu'il y a eu absence, il y a eu déficit de dialogue, du moins dans la dernière partie. Or, il importait, à mon sens, que la discussion soit menée jusqu'à terme et que ce qui est déposé soit déposé à l'issue quand même, finalement, des conclusions qui seraient tirées, en fait, entre les trois parties prenantes. Oui. Le manque de concertation n'est pas la seule pomme de discorde. Il y a d'autres points où les acteurs ne sont pas d'accord, notamment dans les réformes, si l'on parle des réformes en profondeur. Qu'est-ce qui change avec ce nouveau code-là du travail? Nous avons entendu les travailleurs se plaindre de la confusion faite par le gouvernement entre le fait de rendre attractif notre pays et le fait de précariser à outrance les travailleurs du pays. Les travailleurs estiment que le gouvernement pense qu'en vulnérabilisant les travailleurs, en les précarisant, n'est-ce pas, en faisant finalement des objets simplement qu'on peut taillables et corvéables à merci, qu'on pouvait rendre le pays attractif. Il y a là évidemment une grosse méprise, parce que rendre le pays attractif, c'est essayer de travailler sur les grandes composantes que sont l'énergie, que sont la sécurité juridique et autres, n'est-ce pas, de sorte que, en fait, les investisseurs aient confiance, n'est-ce pas, et puissent venir nombreux investir dans notre pays. En fait, quand on regarde bien le coût du travail, ce n'est pas la plus grande masse d'argent, en tout cas, qui est engrangée de ce côté-là. Et en tous les cas, il importe évidemment qu'il y ait également la sécurisation des travailleurs pour que le climat et l'environnement des affaires soient stables et attractifs de manière globale. Or, tel que les choses, en tout cas, sont entamées, on est loin de ce cas de figure.
Parmi les points de désaccord, il y a apparemment les contrats à durée déterminée. Quel est le problème avec ce point? Les travailleurs disent qu'ils sont hyper vulnérabilisés, que non seulement la durée des contrats à durée déterminée est prorogée, mais le nombre de contrats à durée déterminée à faire pour pouvoir prétendre à un contrat à durée indéterminée a été également augmenté. L'un dans l'autre, là où vous deviez faire 4 années pour maintenant aspirer à un contrat à durée indéterminée, vous devez en faire 12. Évidemment, 4 années et 12 années quand même, ce n'est pas du tout la même chose. Dans tous les cas, il y a là la vulnérabilisation des travailleurs et cela pose un réel problème. Oui, les principaux points, il y a donc les CDD, mais il y a également la lutte contre le harcèlement dans les réformes, rupture économique et licenciement également qui est maintenant encadré ou mieux encadré. Il y a également le cadre du télétravail qui a été donc voilà, introduit dans ces nouvelles réformes-là. Mais ce n'est pas seulement la réforme du Code du travail, il y a aussi la réforme du Code de sécurité sociale. Le texte a été renvoyé à l'Assemblée nationale pour seconde lecture. Là aussi, est-ce que vous avez de façon globale une lecture sur ces réformes-là annoncées? Je pense que même si d'aventure vous voulez faire de bonnes choses pour les gens, sachez qu'en ne les mettant pas au courant, vous donnez l'impression de comploter sur leur dos. Alors le principe, c'est le principe de la concertation. Le principe, c'est le tripartisme. Le principe, c'est la discussion en amont. Donc, quelles que soient les intentions qui sont là et la volonté de faire avancer, de faire progresser, parce que le monde a changé et il faut bouger, il ne faut jamais oublier le devoir de concertation. Et en la matière, ce n'est pas seulement au niveau du champ social. Hein. C'est une philosophie de ce gouvernement-là que de manquer de concertation avec les parties prenantes. Ça sourd, je veux dire que ça sort pratiquement de partout. C'est à tous les niveaux qu'il y a ce déficit de concertation et que parfois on a l'impression d'être pris simplement pour des quilles. Or, il faut respecter les citoyens qu'on dirige si on veut les mener à bon port. Oui, la réforme du Code du travail, c'est l'un des points aujourd'hui de revendication. Bon, c'est l'un des points aujourd'hui sur lesquels les syndicats ne sont pas d'accord, raison pour laquelle il y a des mouvements déjà. Ils annoncent une grève générale à partir de demain. Pourquoi nos gouvernements peinent à trouver un terrain d'entente avec les syndicats? Pourquoi on ne peut pas avoir dans ce pays un climat social apaisé? Bon, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, on ne peut pas avoir dans ce pays un climat social apaisé. Je crois qu'on a eu, de par le passé, relativement mieux que ce qui existe. Parce que tel que ça va, les revendications fusent de tous côtés. C'est normal et surtout, c'est le déficit de concertation qui fait que de tous côtés, on dit que le gouvernement non seulement ne tient pas ses promesses, mais même ne trouve pas le temps pour s'asseoir et discuter, disons, de manière rationnelle avec les parties prenantes. Donc il y a un déficit de méthode. Il faut, je pense, remettre les choses à l'endroit, réintroduire le débat, réintroduire la civilité, réduire les outrances, cesser de regarder les Sénégalais par en haut pour que, évidemment, les choses changent. On a besoin, en ce temps difficile, d'un maximum de stabilité. Cette stabilité-là, on ne peut pas l'avoir à coup d'incantation, il faut travailler en profondeur et ça commence par un dialogue social sincère. Oui. C'est des revendications parfois également salariales. On a vu aussi au niveau de la situation sociale ce qui se passe actuellement. Au niveau de la vallée, 335 000 tonnes donc de riz local dorment entre les mains des producteurs. Il y a les concessionnaires qui revendiquent leur somme due. 27 milliards de francs CFA au gouvernement. Tout cela issu d'une situation économique qu'on est en train de vivre depuis 2 ans. De dettes cachées. On est maintenant à dette odieuse, pour reprendre le Premier ministre. Quelle est aujourd'hui la situation économique du pays d'après vous? Tourner autrement, votre question donne à voir que le fond de l'affaire est finalement financier et économique. Au fond, des paroles malheureuses, des sorties outrancières pour acculer des gens qui sont vécus comme étant, non pas des adversaires, mais des ennemis, nous ont conduit à une impasse. Il faut qu'on sorte de là, que nous sortions de là en tant que pays, parce que le pays est exsangue. Nous ne pouvons pas continuer à nous endetter dans la sous-région à prix d'or, dans des délais hyper courts, pour essayer de payer la dette, n'est-ce pas, à des cycles de plus en plus rapprochés. C'est explosif. Il faut donc que nous renouions avec le sens des responsabilités. Au-delà de l'éthique de conviction, il faut plus de responsabilité, il faut plus de travail, il faut plus de rigueur, il faut davantage de considération, n'est-ce pas, pour les Sénégalais, pour que nous sortions de là. Au niveau du secteur primaire, il n'y a pas évidemment que les riziculteurs, il y a également que les producteurs d'arachides, tout comme les horticulteurs, ils sont quand même dans des difficultés extrêmes.
Or, ce qui arrive dans ce pan de l'économie, pan important, est également en train de frapper au niveau du secteur secondaire. En dehors du secteur extractif, où le leg permet quand même de vendre notre pétrole et d'avoir quelques rentrées, au fond, nous sommes dans des difficultés énormes. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de la trajectoire prise. Il y a des frémissements qui laissent penser peut-être qu'on va redresser, mais des paroles inconsidérées, la volonté évidemment de liquider carrément des gens vécus comme des adversaires, le fait de ne pas reconnaître ce qui a été fait avant soi, c'est tout cela qui nous a conduit à l'impasse dans laquelle nous sommes. Et cette impasse-là, il faut que nous en sortions. Oui, comment sortir justement de cette impasse? Est-ce qu'il y a des solutions de sortie de crise? Il y a des solutions de sortie de crise parce que, comme on le dit en règle générale, quand le Créateur vous enferme dans une pièce et qu'il ferme la porte, il y a toujours une fenêtre peut-être que vous pouvez ouvrir si vous faites montre de jugeote, ça veut dire de bon sens. La solution est dans la concertation. La solution est dans, disons, le fait de respecter au fond la vérité, de voir qu'est-ce qui a été fait de bon et de ne pas vouloir le noyer, de ne pas vouloir noyer le poisson, ça ne sert à rien. La solution est dans la prise en compte de toutes les intelligences et de toutes les volontés finalement de faire émerger le pays qui existe, n'est-ce pas? Je pense qu'on n'a pas à traquer les journalistes, on n'a pas à traquer les adversaires politiques, on n'a pas à traquer nos industriels. Ce sont ces forces vives mises ensemble qui devraient permettre de nous en sortir. Donc je crois qu'il faut simplement qu'on sorte enfin de ce schéma-là, n'est-ce pas, de chasse aux sorcières pour pouvoir évidemment renouer avec la productivité, avec quand même une atmosphère rassénérée qui serait incitatrice finalement à l'investissement. Oui. Homme politique, vous êtes le secrétaire général du PIT. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la création de son parti politique. Comment avez-vous apprécié cette nouvelle? Mais je note que le président Bassirou Diomaye Faye avait quand même un parti. Donc bon, peut-être qu'il crée un autre parti et donc c'est son ancien parti qui est en train de se fracturer, je le note. Je note également qu'il le fait au moment où son parti, après avoir tenu, son ancien parti, après avoir tenu son congrès, en est à la vente des cartes. Curieux renversement que de tenir congrès d'abord pour vendre les cartes ensuite. Mais bon, c'est leur affaire, ils le font. Je note que tout cela est fait au moment où les problèmes des Sénégalais sont là, entiers, massifs, n'est-ce pas? Et ils ne sont pas totalement pris en charge. J'espère qu'ils trouveront le temps, malgré évidemment ces nouveaux cahiers de charges, de s'occuper enfin des problèmes des Sénégalais qui en ont un grand besoin. Oui. Avec son ancien Premier ministre, apparemment on est passé de duo à duel maintenant. Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale avec, donc ses militants, ceux qui roulent pour PASTEF. Diomaye Faye de l'autre côté avec donc ses alliés pour créer son parti politique. Aujourd'hui, entre les deux, ce duel-là, jusqu'où ira le Sénégal avec ce duel? D'abord, pour l'Assemblée nationale, j'ai entendu aujourd'hui dans les médias qu'il y avait une sorte de recrutement tout azimut d'un personnel éjecté du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les finances de l'Assemblée nationale et les finances du pays, de manière globale, parce que nous avons des problèmes d'irriment. Je voudrais d'abord noter cela. Vous dites maintenant de duo, on en est au duel. Il n'y a que la vérité finalement qui compte, et que tout ce qui est bâti sur finalement l'artifice, le clinquant et la fausseté finit par se révéler. Vous savez, la vie est une grande donneuse de leçons. Elle finit par trancher et en fait toute théorie finalement se tranche simplement à la pratique. Nous voyons bien que ce qui était dit en amont n'est pas fondé du tout, et ce qui est malheureux, c'est que cette lutte pour le pouvoir fasse oublier l'essentiel. Je voudrais indiquer à tous nos compatriotes que nous sommes bien en 2026. L'échéance présidentielle, si toute chose, en fait, si en tout cas on respecte les délais, ce n'est pas du tout l'année prochaine ni l'année d'après, c'est en 2029. Et ça veut dire qu'il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Et il est important que les problèmes des Sénégalais soient pris entre-temps, en tout cas mieux que ce n'est le cas jusqu'à présent. Un Premier ministre maintenant devenu opposant, il y a deux camps, Diomaye et Sonko, et l'autre opposition dans tout ça. Est-ce que vous êtes en train de jouer votre rôle? Vous occupez votre siège d'opposant, toujours? Si s'opposer veut dire avoir à cœur les problèmes des Sénégalais, si s'opposer veut dire chercher des solutions, n'est-ce pas, pour son pays, si s'opposer veut dire vouloir que le meilleur arrive à son pays, nous y sommes matin, midi et soir. Nous y sommes en tant que PIT, nous y sommes à l'intérieur de la Confédération pour la démocratie et le socialisme, nous y sommes dans le front pour la défense de la démocratie et de la République, nous y sommes également dans le mouvement
aar suñu République. Nous y sommes, nous faisons ce que nous pouvons. Nous le faisons avec moins de clinquants, moins de bruit. Nous le faisons avec moins de trucs au niveau de l'Internet, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à rétablir dans ce pays pour que la politique soit restaurée et qu'il y ait un minimum de sérieux dans la prise en charge des problèmes sénégalais. Vous savez, l'investissement politique est une chose grave. Un homme politique, c'est quelqu'un qui a pris la responsabilité de s'occuper de ce qui concerne finalement la communauté, la collectivité. C'est un acte grave et on doit le faire avec sérieux, avec abnégation, loin simplement de du spectacle et du bruit. Bon, mais chacun choisit de faire comme il veut. En tout cas, nous essayons de nous investir, nous continuons à nous investir et nous croyons que nous faisons ce que nous devons faire, nous portons notre part de charge. Secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, comment se porte aujourd'hui le PIT? L'héritage est-il toujours gardé, conservé? Vous parlez d'héritage, ça veut dire que vous avez en tête la mémoire d'hommes et de femmes illustres qui ont participé quand même à façonner quelque part le destin, non pas seulement du PIT, mais de notre pays. Seydou Sissoko, Amath Dansokho, Maguette Thiam, Iba Ndiaye Diadji, Sémou Pathé Gueye, de très grandes figures. Oui. Il est évident que quand vous venez après ces personnes-là, et même si vous avez grandi à leur ombre, que vous avez une responsabilité énorme. Nous essayons de faire ce que nous pouvons dans les moyens, avec les moyens du jour et par rapport aux questions du jour. Oui, mais la vie politique aussi du parti actuellement, est-ce que vous êtes vous aussi dans la massification, etc. Nous cherchons des militants convaincus, des jeunes, des femmes, des travailleurs, n'est-ce pas, des champs et des villes pour, en fait, avec nous, travailler à transformer le pays. Nous le cherchons et c'est une œuvre très difficile parce que nous le faisons en leur disant qu'il y a des efforts à partager, il y a de la sueur, n'est-ce pas, il y a de l'engagement. Nous ne promettons pas que demain nous raisonnons gratis ou que nous donnerons à des gens des choses que nous n'avons pas. Nous le disons, venons ensemble nous mettre au service de notre pays. Quand vous avez cette posture-là, vous faites venir des gens, mais vous ne faites pas venir n'importe quelle personne. Je ne dis pas que les Sénégalais, quel que soit leur choix, ne sont pas dignes de considération, mais évidemment, si c'est pour travailler, si c'est pour suer, si c'est pour donner le meilleur de soi-même en essayant de rester droit dans ses bottes pour ne pas avoir à baisser le regard devant les compatriotes, ce n'est pas toujours facile, évidemment, de faire venir, disons, des milliers de personnes en même temps. Par exemple, nous ne dirons pas que, bon, venez, nous concions un nouveau parti et nous allons vous aider, nous allons vous soutenir, nous allons vous renforcer en vous donnant ceci ou cela, parce que nous ne donnons que ce que nous avons, et ce que nous avons, ça provient du fruit de notre effort collectif. Donc nous travaillons à grossir nos rangs, nous voulons le faire avec des hommes et des femmes de conviction. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Ancien ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions sous Macky Sall et actuel secrétaire général du PIT. Vous étiez donc notre invité. Merci d'avoir accepté cet entretien. Chérif, je vous rends la parole. Merci beaucoup Mamadou Diagne pour cet entretien très instructif et très intéressant. Merci également au ministre Sambassi qui a bien voulu recevoir Even